Est-ce que vous voyez bien le document que je partage? Oui. Oui, d'accord. Alors, Oui, madame. je ne sais plus où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Est-ce que je reprends au vecteur position? Ça vous va ou pas? Ou vous voulez que j'aille plus loin? Alors, on avait commencé à regarder le mouvement curviligne dans un plan et je vous avais dit qu'il y avait plusieurs façons d'étudier ce Madame, mouvement. Oui, oui, je vous écoute. Oui, la dernière fois, on s'est arrêté à les dérivées d'un vecteur. à la dérivée d'un vecteur. Oui. Euh, oui, mais on avait commencé le cours sur la cinématique. Non, madame. Non, pas encore. Ben si, on l'a commencé, sauf que ça n'a pas été enregistré, c'est tout. Madame, on l'a commencé, mais juste le début. Oui, voilà. Donc, Oui, j'ai bien trop d'excès. bon, allez, je vous Madame, rappelle ce quelle est qu'on ta a vu la cinématique dernière fois. مسلاش D'accord? Alors, madame. si on avait commencé la cinématique, oui, بدينا Oui. السيري تاع cinématique مسلاش لا سيري la cinématique série, مسلاش. oui, mais là, on est en cours, on n'est pas en TD. D'accord? C'est le Ouais. cours maintenant, c'est pas Ok. le TD. Donc, on avait commencé le cours sur la cinématique, on avait vu quelques rappels sur ce que c'est que la mécanique, ce que c'est que la dynamique, la cinématique, donc c'est l'étude du mouvement, mais d'un point de vue juste descriptif, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à comprendre quelle est l'origine du mouvement et pourquoi est-ce que le mouvement est comme ça, mais juste décrire le mouvement, c'est-à-dire en termes de position, en termes de déplacement, de vitesse et d'accélération. Juste décrire, pouvoir mesurer une vitesse, pouvoir mesurer une position, etc. Alors, ensuite, on a défini ce que c'est qu'un point matériel. Donc, c'est un objet qu'on voit de suffisamment loin pour pouvoir le considérer comme un point. Alors, on avait vu que ce n'était pas nécessaire que cet objet soit petit dans l'absolu, mais qu'il soit petit par rapport à la distance depuis laquelle on l'observe. D'accord? Alors ensuite, on avait parlé de position d'un objet. Alors là, ça vous avait posé un problème. Donc, j'ai rajouté des dessins pour que vous compreniez ce que c'est que l'origine et ce que c'est que la position. Donc, si c'est un mouvement qui se passe sur une droite, eh bien voici la droite sur laquelle va se déplacer l'objet. On choisit une origine par rapport à laquelle on va mesurer ou définir la position. Alors la position à un instant quelconque, à un instant t, on va dire que la position c'est m. Eh bien cette position, c'est la situation dans l'espace où sur la droite de l'objet. Donc ici, s'il s'agit d'un mouvement sur une droite, la position, elle est donnée par la situation du point M à l'instant T. Donc, la position, ça sera donné par la distance qui sépare l'origine qu'on a choisie de la position à laquelle se trouve l'objet à l'instant T. Alors, si c'est un mouvement dans l'espace, eh bien, on va avoir besoin d'un vecteur pour définir la position. Donc, la position, voici l'origine. Alors, l'origine, je l'ai mise à l'origine d'un repère OX, OY, OZ. D'accord? C'est mon point O ici. Ça sera ça mon origine. Et ma position, donc à l'instant T, l'objet se trouve à une position M, à un point M. Et la position, eh bien, elle sera donnée par le vecteur OM qui ira de l'origine que j'ai choisie, donc ici l'origine de mes axes OX, OY, OZ, à la position à laquelle se trouve l'objet, à la situation dans l'espace où se trouve mon objet. Donc mon vecteur position, eh bien, ça sera le vecteur OM. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la trajectoire? Eh bien, la trajectoire, c'est le lieu géométrique de toutes les positions par lesquelles est passé l'objet pendant son mouvement. Alors, on avait vu que
cette trajectoire, elle peut être matérialisée par quelque chose qui existe de manière matérielle, par exemple une route pour une voiture, par exemple des rails pour un train, mais cette trajectoire, elle peut ne pas être matérialisée par quelque chose qu'on peut voir. Si c'est par exemple l'orbite de la Lune qui tourne autour de la Terre, eh bien cette orbite, on sait que c'est une orbite qui est en gros circulaire, mais on ne peut pas la toucher, cette orbite, d'accord? C'est pas comme la route ou comme les rails. Donc la trajectoire, elle peut ne pas être matérielle. Alors, la trajectoire dans un plan, elle va être définie par son équation. Alors, son équation, ça consiste à faire quoi? Trouver l'équation d'une trajectoire. C'est écrire une relation entre les coordonnées du point. C'est-à-dire que je sais quelle est la position X dans mon plan qui est défini par les axes OX, OY. Mon point M, il a des coordonnées, il a une abscisse X, une ordonnée Y, d'accord? Eh bien, à chaque instant, il va changer de position, donc les valeurs de X et de Y vont changer au cours du temps, mais l'équation de la trajectoire, eh bien, ça va être comment est-ce que Y varie en fonction de X. C'est-à-dire que j'ai X qui est une fonction du temps, Y qui est une fonction du temps, et l'équation de la trajectoire, ça sera Y en fonction de X. Comment est-ce que Y varie en fonction de X? Oui. Madame, quand on a 3 dimensions, ça sera toujours Y en fonction de X. Alors, à 3 dimensions, on ne peut pas écrire l'équation de la trajectoire. C'est-à-dire que on peut l'écrire dans un plan, on peut écrire Y en fonction de X, mais la troisième coordonnée, imaginez alors un mouvement dans l'espace, imaginez une hélice, c'est-à-dire quelque chose qui a un mouvement de rotation et qui avance en même temps. C'est comme imaginez une vis, d'accord? Si vous suivez les petites rayures de la vis, vous voyez bien que ça tourne et en même temps, ça avance dans la direction de l'axe de la vis. Et bien là, pour définir ce mouvement, vous avez besoin des 3 coordonnées X, Y et Z. Et la coordonnée Z, elle n'est pas liée aux autres, c'est-à-dire qu'elle est d'une certaine façon indépendante. Donc, j'imagine pas une équation de la trajectoire pour ce mouvement. C'est-à-dire que vous pouvez savoir ce qui se passe à chaque instant dans un plan, d'accord? Dans le plan qui est perpendiculaire à l'axe de la vis, mais ce qui va se passer dans l'axe de la vis est un petit peu indépendant de ce qui se passe sur le plan. Donc, c'est valable, l'équation de la trajectoire, c'est valable dans un plan. Alors, on avait commencé à regarder le mouvement curviligne dans un plan. Alors, c'est un mouvement qui se passe donc dans un plan, qui a une forme, la trajectoire a une forme qui est courbe. C'est pour ça qu'on dit curviligne. Ça a la même racine que le mot courbe. Et pour décrire correctement un mouvement curviligne, eh bien, on a absolument besoin des vecteurs. C'est-à-dire qu'on va définir la position avec un vecteur position, on va définir le déplacement avec un vecteur déplacement, la vitesse avec un vecteur vitesse et l'accélération avec un vecteur accélération. Alors, ces vecteurs, on a déjà vu ça quand on a fait le chapitre sur les vecteurs. Un vecteur peut être défini complètement si on connaît sa direction, son sens, son module. Mais il peut être défini complètement aussi si on connaît ses composantes, c'est-à-dire ses projections sur des axes particuliers. Alors, si on est dans un plan, eh bien, ça sera ses projections. Si on est en coordonnées cartésiennes, ça sera les projections de ces vecteurs sur les 2 axes OX et OY.
Mais les composantes cartésiennes ne sont pas les seules composantes qui existent. On en verra d'autres. Alors, on verra les composantes intrinsèques. Alors, ça, c'est si les vecteurs sont décomposés, sont projetés sur des axes qui ont des directions particulières, la direction de la tangente et la direction de la perpendiculaire à la tangente. Et puis, il y a un autre type de composantes qui sont les composantes polaires qu'on verra un petit peu plus tard et qui sont les projections de nos vecteurs sur deux axes qui sont particuliers, un axe radial et un axe perpendiculaire à l'axe radial qu'on appelle orthoradial ou transversal. Alors, je ne vous en dis pas plus pour le moment. On va rester concentré sur les coordonnées cartésiennes pour commencer. D'accord? Peut-être qu'on aura le temps de commencer les coordonnées intrinsèques tout à l'heure. Alors, les composantes cartésiennes, donc, je crois qu'on avait commencé à voir le vecteur position. Alors, à un instant T, donc dans un plan OX, OY, à partir du moment où je vais décrire mes différents paramètres, donc la position, le déplacement, etc., avec des vecteurs, eh bien, mes axes OX et OY, je vais les définir par des vecteurs unitaires I et J. D'accord? Ce sera ça, mon unité de mesure sur mes axes. I sera… Madame, Oui, oui. madame, il y a des gens qui ne sont pas acceptés. Une petite minute. Alors, pour ne pas rester dans la salle d'attente, rejoignez la réunion par la Classroom. Ça c'est des gens qui ne sont pas inscrits. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'attendre. Dans la salle d'attente alors qu'ils auraient pu entrer directement comme la majorité. Est-ce que je suis en train de partager le document? C'est bon? Oui, madame. Oui. Une petite minute. OK. Alors, j'ai donc ma trajectoire, j'ai un mouvement curviligne, donc j'ai dessiné une trajectoire qui est quelconque, hein, qui a la forme d'une courbe. Donc, cette trajectoire, elle donne à chaque instant la position de l'objet, donc son abscisse X et son ordonnée Y à chaque instant. Alors, imaginons qu'à l'instant T, cet objet, ce mobile, se trouve à la position M, d'accord? Se trouve au point M. Eh bien, cette position, elle va être repérée par un vecteur position qui sera le vecteur OM, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui va aller de l'origine de mon système d'axe OX, OY, et qui aura pour extrémité le point M où se trouve notre objet à l'instant T. Alors, ce vecteur, eh bien, puisque je suis dans un plan OX, OY, eh bien, je vais pouvoir le décomposer. Je vais l'écrire comme étant la somme de deux vecteurs. Donc, OM, ce sera le vecteur OMX plus le vecteur OMY, d'accord, relation de Schall. Et chacun de ces vecteurs va pouvoir être mesuré grâce au vecteur unitaire qui est sur son axe. Alors, OMX se trouve sur l'axe OX, eh bien, il sera mesuré grâce au vecteur unitaire I. Ce sera un certain nombre de fois le vecteur I. Donc, j'ai mis XI. Alors, X, bien entendu, peut être positif ou négatif. Hein, c'est un nombre algébrique. Si mon vecteur OM était orienté vers la gauche, eh bien, X serait négatif. Bon, ici, il se trouve que j'ai X positif et Y positif aussi. Alors, le vecteur OMY qui se trouve sur l'axe OY va être mesuré grâce au vecteur unitaire J. C'est ça mon unité, le vecteur J, c'est mon unité sur l'axe OY. Donc, OMY, ça sera un certain nombre de fois le vecteur J. Alors,
avec évidemment, si le vecteur OMY est dans le sens de J, eh bien ce Y sera positif. Et si OMY est dans le sens opposé au vecteur J, le Y sera négatif. Donc X et Y sont bien des valeurs algébriques. Hein. Alors maintenant, le module de ce vecteur position, eh bien j'applique le théorème de Pythagore à ce triangle OMMX. D'accord? OM, c'est l'hypoténuse. D'accord? MMX, qui est aussi OMY, eh bien, c'est le côté opposé à l'angle ici. Et OMX est le côté adjacent. Et donc, OM au carré est égal à OMX au carré plus MMX au carré. Or, OMX, eh bien, c'est X et MMX qui est égal à OMY, eh bien, c'est Y. Donc, j'ai, théorème de Pythagore, module de OM égale à la racine carrée de X carré plus Y carré. Voilà, donc la définition du vecteur position et du module du vecteur position. Alors, s'il s'agit d'un mouvement rectiligne, c'est-à-dire que la trajectoire, au lieu d'avoir cette forme de courbe, c'est une droite, eh bien le vecteur OM est porté par la trajectoire. Donc ici, il y a deux façons de décrire un mouvement rectiligne dans un plan. Soit on choisit notre axe sur la trajectoire et on a un seul axe, soit notre trajectoire est dans le plan X ou Y et on va avoir notre trajectoire qui sera inclinée par rapport à l'axe X et donc on aura pour un point M quelconque, on aura deux coordonnées X et Y. Alors que ici, vous voyez que quand j'ai mis l'axe X confondu avec la trajectoire, eh bien, j'ai une seule coordonnée pour le point M, j'ai juste la coordonnée X. Donc, j'ai deux façons différentes de repérer la position pour un mouvement rectiligne. Soit je choisis un seul axe qui sera confondu avec la trajectoire, soit il se peut que j'ai des contraintes qui font que je ne peux pas choisir un seul axe parce qu'on va me donner une orientation. Par exemple, on va me dire que la trajectoire, elle est orientée de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et à ce moment-là, eh bien, mon vecteur OM, il aura deux composantes. Voilà. Donc, j'ai de toute façon, dans les deux cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que le vecteur OM, pour un mouvement rectiligne, il est toujours porté par la trajectoire. C'est-à-dire qu'il appartient à la trajectoire. Alors que ici, vous voyez bien que pour un mouvement curviligne, voilà la trajectoire entre O et M, et vous voyez bien que le vecteur position, il n'est pas posé sur la trajectoire, d'accord? Il va de l'origine au point M. Alors que là, il est le vecteur position pour le mouvement rectiligne, il est posé sur la trajectoire. Est-ce que c'est clair? Alors ici, le module de OM, eh bien, c'est juste le module de l'abscisse X. Et ici, le module de OM, évidemment, puisque j'ai une orientation et que j'ai deux coordonnées X et Y, eh bien, le module de OM, encore une fois, théorème de Pythagore, racine de X carré plus Y carré. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, bon. Oui. Alors, on va passer au vecteur déplacement. Alors, le vecteur déplacement, on a un déplacement si l'objet a bougé, qu'il a changé de position. Alors, on va dire qu'à l'instant T1, il se trouve à la position M1 et qu'à l'instant T2, il se trouve à la position M2. Alors, ce qu'on entend par vecteur déplacement, c'est le vecteur qui va aller de la première position à la deuxième, c'est-à-dire qu'il va aller du point M1 au point M2. Alors, c'est le vecteur que j'ai dessiné en trait plein ici et que j'ai appelé M1, M2
égale delta OM. Alors pourquoi delta OM? Pourquoi la variation du vecteur position? Je vous rappelle que le delta, on a déjà parlé de delta dans le chapitre sur les vecteurs. Le delta veut dire qu'il y a une variation de quelque chose. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que le vecteur M1, M2, ce n'est rien d'autre que OM2 moins OM1. Alors, ça se vérifie très, très facilement sur la figure. Si je cherche le vecteur OM2, relation de Chasles, c'est OM1 plus M1, M2. D'accord? Donc, si je fais passer le OM1 dans le second membre, eh bien, je vais avoir M1, M2 égale à OM2 moins OM1. C'est le vecteur position du point d'arrivée moins le vecteur position du point de départ. Je suis partie du point M1, je suis arrivée au point M2. Le vecteur déplacement M1, M2, c'est OM2 moins OM1. Donc, c'est delta OM. Alors, j'ai réécrit ici les composantes du vecteur OM2. Alors, OM2, il a, le point M2 a pour abscisse X2 et pour ordonnée Y2. C'est-à-dire que OM2, une petite minute, c'est-à-dire que OM2, eh bien, ça sera X2I plus Y2J. D'accord? Puisque les coordonnées du point M2, c'est X2 et Y2. Alors, le vecteur OM1, M1 a pour abscisse X1 et pour ordonnée Y1, c'est-à-dire que le vecteur OM1, eh bien, c'est X1I plus Y1J. C'est bon? Je vais faire la différence entre ces deux vecteurs. Alors, pour faire la différence entre ces deux vecteurs, eh bien, je vais soustraire les composantes 2 par 2, c'est-à-dire ce qui est suivant l'axe OX va aller ensemble. Je vais mettre en facteur le vecteur I, donc je vais avoir X2 moins X1I. Et je vais mettre en facteur ce qui est avec le vecteur J, donc je vais mettre Y2 moins Y1J. Alors, qu'est-ce que c'est que X2 moins X1? Eh bien, c'est la variation de l'abscisse X entre l'instant T1 et l'instant T2. Et Y2 moins Y1, eh bien, c'est la variation de l'ordonnée Y entre l'instant T1 et l'instant T2. Donc, je peux écrire que le vecteur déplacement, c'est delta xi plus delta yj. Alors, delta x, eh bien, n'oubliez pas que delta x, c'est x2 moins x1, c'est-à-dire que c'est cette distance-là, et que delta y, c'est y2 moins y1, donc c'est cette distance-là. D'accord? Donc, le module de delta OM, eh bien, ce sera la racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Madame, Oui, comment on oui, a je vous écoute. la relation entre M1, M2, le vecteur M1, M2 égale à OM2 moins OM1? Oui, ben je l'ai expliqué, je reprends. Regardez bien vos vecteurs. Hein. Je vais écrire le vecteur OM2. D'accord? Alors, je vais peut-être le faire ici. Une petite minute. Je vais le faire là. Alors, OM2 égale. Vous suivez? OM2. C'est OM1 plus M1, M2.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, Bon, c'est-à-dire que pour aller de O à M2, j'ai pris un autre chemin. Je suis passée de O à M1 et de M1 à M2. Le résultat, c'est que je suis allée de O à M2. D'accord? Alors maintenant, regardez mon vecteur M1, M2. Et bien, si je veux l'avoir, ben, je fais passer ce terme-là à gauche. D'accord? Ce terme, c'est je le bon. fais passer à gauche. J'ai M1, M2 égale OM2 qui était déjà là, moins OM1. C'est ce que j'ai écrit ici. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci, madame. C'est bon? D'accord. Voilà. Bon, alors, cas particulier du mouvement rectiligne, eh bien, comme le vecteur position OM1 est porté par la trajectoire et que OM2 est porté également par la trajectoire, eh bien, le vecteur déplacement delta OM va lui aussi être porté par la trajectoire. C'est le vecteur qui ira de la position M1 à la position M2. Donc, si je choisis cette représentation, c'est-à-dire que je peux confondre la trajectoire avec l'axe X, eh bien, le vecteur déplacement aura une seule composante, ce sera delta xi, et son module, ce sera le module de delta x, donc le module, la distance M1, M2. Par contre, si j'ai besoin de représenter ma trajectoire dans un plan x ou y parce que la trajectoire a une certaine orientation par rapport à l'axe x et à l'axe y, eh bien, je vais avoir ma trajectoire sur laquelle se trouvent les deux positions M1 et M2. Donc, delta OM, qui est le vecteur M1, M2, va être porté par la trajectoire et il aura cette orientation-là. Alors maintenant, ce vecteur delta OM ou encore M1, M2, c'est delta XI plus delta YJ. Il va avoir deux composantes. Alors, voici delta X. Delta X, je vous rappelle que c'est X2 moins X1. Et delta Y, je vous rappelle que c'est Y2 moins Y1. Donc, mon vecteur déplacement, dans ce cas, ce sera delta XI plus delta YJ. Et le module de ce vecteur déplacement, eh bien, ce sera la racine carrée de delta X au carré plus delta Y au carré. Est-ce que c'est bon? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Oui, madame. Ok, donc on va passer à la vitesse. Hein. On va commencer par définir la vitesse moyenne et puis après on définira la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse à un instant donné. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette vitesse moyenne qu'on va définir? C'est qu'elle est définie sur un intervalle de temps, c'est-à-dire qu'elle est valable d'un instant T1 à un instant T2, c'est-à-dire pour tout l'intervalle de temps qui est compris entre T1 et T2, eh bien cette vitesse qu'on va définir, elle va être valable pour tous les instants qui sont compris entre T1 et T2. Alors, vous avez déjà étudié le mouvement rectiligne au lycée et vous avez vu que pour avoir la vitesse moyenne d'un objet, eh bien, on regarde de combien il se déplace pendant un certain temps et on divise le déplacement par le temps. Alors, par exemple, si je vous dis qu'une voiture roule à 100 km à l'heure, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si elle roule de la même façon pendant 1 heure, eh bien, elle va parcourir 100 km. Donc, on regarde de combien se déplace l'objet pendant un certain temps et on divise le déplacement par le temps et ça nous donne la vitesse moyenne. Alors, évidemment, dans un mouvement curviligne, la vitesse moyenne, comme toutes les autres grandeurs
qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc on a vu la position, on a vu le déplacement, la vitesse moyenne à partir du moment où vous savez, vous avez déjà une idée de ce que ça va être un déplacement divisé par un intervalle de temps, eh bien, on va avoir besoin d'un vecteur, puisque le déplacement est défini par un vecteur déplacement, eh bien, on va avoir besoin de définir un vecteur vitesse moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vecteur vitesse moyenne qui sera valable pendant l'intervalle de temps qui va d'un instant T1 à un instant T2? Eh bien, on l'écrit sous cette forme. Alors, soit on écrit vitesse moyenne, soit on écrit V avec le début de l'intervalle, on met les instants T1 et T2, d'accord? Donc, je vais avoir le début de l'intervalle en bas et la fin de l'intervalle en haut. Par exemple, si je cherche la vitesse entre l'instant 0 et l'instant 5 secondes, eh bien, je mettrai V, 0 en bas et 5 en haut. Donc, les instants de début de l'intervalle et de fin de l'intervalle. Alors, cette vitesse moyenne, par définition, c'est le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre T1 et T2, donc T2 moins T1. Alors, M1, M2, ce vecteur déplacement, on a vu qu'on pouvait aussi l'appeler delta OM, c'est-à-dire le vecteur variation de la position, et T2 moins T1, eh bien c'est delta T, c'est la manière dont le temps a varié, d'accord? Donc, la vitesse moyenne, c'est un vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps pendant lequel il y a eu ce déplacement. Attention, ce n'est pas n'importe quel intervalle de temps. Hein. Alors, si par exemple, à l'instant T1, l'objet se trouvait à la position M1 et qu'à l'instant T2, l'objet se trouve à la position M2, eh bien, je vais définir le vecteur déplacement M1, M2, et cette vitesse, vitesse moyenne entre T1 et T2, eh bien, ça sera, regardez bien, Vm, c'est le vecteur delta OM multiplié par le scalaire 1 sur delta T. D'accord? Alors, si vous prenez un vecteur et que vous le multipliez par un scalaire, eh bien, le résultat de cette opération, ça sera un vecteur. D'accord? Donc, j'ai pris delta OM, je l'ai multiplié par 1 sur delta T, ou je l'ai divisé par delta T, ce qui revient au même. Eh bien, j'ai obtenu un autre vecteur qui est Vm. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vecteur? C'est qu'il a exactement la même direction que le vecteur delta OM. C'est bon? Si vous prenez un vecteur et que vous le multipliez par un scalaire, le résultat de l'opération vous donnera un vecteur qui a la même direction que le vecteur initial. Pour toujours, Alors, bien sûr, et comme delta T est une quantité positive, eh ben, on peut dire plus que ça, le vecteur vitesse moyenne aura en plus le même sens que le vecteur déplacement M1, M2. C'est-à-dire que mon vecteur vitesse moyenne, si je le représente ici, eh bien, il sera dans la direction de M1, M2 et dans le sens de M1, M2. D'accord? Ça, c'est une propriété des vecteurs qu'on a vu dans le chapitre. C'est la première chose qu'on a vue en algèbre vectorielle, c'est la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Et on a vu que si vous le multipliez par un scalaire positif, si vous multipliez le vecteur par un scalaire positif, ça vous donne un vecteur qui a même direction et même sens que le vecteur initial. Si vous le multipliez par un scalaire négatif, on obtient un vecteur qui a même direction mais un sens opposé. Ici, comme delta t est un intervalle de temps qui est toujours positif, puisque T1 est l'instant qui se produit en premier et T2 est l'instant qui se produit en second, T2 moins T1 est une quantité qui est toujours positive. Donc, quand vous faites la division delta OM par delta T, eh bien, le résultat aura toujours la même direction et le même sens que delta OM. Donc, le vecteur vitesse moyenne sera toujours porté par la même direction que le vecteur déplacement.
Alors, je l'ai représenté comme ça ici. Je n'ai pas précisé l'échelle avec laquelle je l'ai représenté, mais on verra dans les exercices que pour représenter un vecteur vitesse, on a besoin de choisir une échelle. C'est-à-dire, par exemple, dire je vais prendre 1 centimètre pour 1 mètre par seconde. Et si le vecteur fait 4 mètres par seconde, si la vitesse est de 4 mètres par seconde, eh bien, je la représenterai par un vecteur qui fera 4 cm de long. On est toujours obligé, pour représenter les vecteurs vitesse, de choisir une échelle au préalable. Bon, ici, je n'ai pas précisé l'échelle parce que de toute façon, c'est un cas général. Je n'ai pas défini les instants T1, T2, je n'ai pas défini les positions M1, M2. Essayez d'être à l'heure, s'il vous plaît, parce que on perd du temps là. À admettre les retardataires. Voilà. Alors, donc la vitesse moyenne, c'est le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps. Cet intervalle de temps, évidemment, c'est T2 moins T1, l'instant du début de fin de déplacement moins l'instant de début du déplacement. Alors, delta OM, eh bien, on vient d'en parler. Delta OM, on a dit que c'était delta XI plus delta YJ. Donc, j'ai remplacé et ça me donne la vitesse moyenne qui est égale, qui a 2 composantes, delta X sur delta TI plus delta Y sur delta TJ. D'accord? Puisque delta OM a pour composante delta XI et delta YJ. Alors, le module de cette vitesse moyenne, eh bien, ça sera la racine carrée de la somme des carrés des composantes, donc delta X sur delta T au carré, plus delta Y sur delta T au carré. Je prends la racine de cette somme. Est-ce que c'est bon pour la vitesse moyenne? Oui, madame. Oui, madame. Alors, on passe à la vitesse instantanée. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitesse instantanée? C'est la vitesse, comme son nom l'indique, à un instant en particulier. Alors, comment on fait pour passer de la vitesse moyenne à la vitesse instantanée? Eh bien, on va réduire l'intervalle de temps. On va le rendre de plus en plus petit, tellement petit qu'il va tendre vers 0. C'est-à-dire que les instants T1 et T2 sont confondus. Alors, si on arrive à faire ça, eh bien la vitesse moyenne qu'on aura trouvée, ce sera aussi la vitesse instantanée. Alors, si on rend l'intervalle T1, T2 très petit et qu'à la limite, on le fait tendre vers 0, eh bien, on va écrire que la vitesse instantanée, c'est la limite quand delta T tend vers 0 de la vitesse moyenne qui est delta OM sur delta T. Alors, je vais écrire les composantes, je vais écrire ma vitesse moyenne comme étant delta X sur delta TI plus delta Y sur delta TJ. Donc, quand je cherche la limite de cette vitesse quand delta T tend vers 0, ça revient à chercher la limite de cette composante plus la limite de celle-ci. D'accord? Donc, j'ai écrit que c'était la limite de delta X sur delta TI plus la limite de delta Y sur delta TJ. Évidemment, la limite quand delta T tend vers 0. Quand je réduis tellement l'intervalle de temps que T1 va être confondu avec T2. Alors, si vous regardez ce qu'il y a entre parenthèses ici, eh bien, vous reconnaissez la définition de la dérivée de x par rapport au temps. Et ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse ici, ben, vous reconnaissez également la dérivée de y par rapport au temps. C'est-à-dire que la vitesse instantanée
c'est dx sur dti plus dy sur dtj. Alors, n'oubliez pas que je suis dans un mouvement curviligne et que x est une fonction du temps, puisque x varie au cours du temps. Regardez bien notre trajectoire quand vous passez de ce point à celui-là, eh bien x et y ont changé. Si je passe à ce point, x et y vont avoir une autre valeur. Si je vais au point M2, eh bien x et y ont une autre valeur, c'est-à-dire que les deux coordonnées x et y sont des fonctions du temps. D'accord? Donc, je vais avoir comme composante de la vitesse, pour la composante Vx, que je vais appeler Vx, eh bien, c'est la dérivée de la coordonnée x, multipliée par le vecteur unitaire i, et la composante Vy, eh bien, ça sera la dérivée de la coordonnée y par rapport au temps, multipliée par le vecteur unitaire j. Alors, ces deux composantes, Vxi, je peux aussi noter ça sous la forme vecteur Vx, et Vyj, je peux le noter vecteur Vy, eh bien, ces deux vecteurs sont les composantes cartésiennes du vecteur vitesse. Alors, je vous ai dessiné ici un vecteur vitesse avec ces deux composantes, Vx et Vy. Si vous additionnez ces deux vecteurs, eh bien, vous obtenez le vecteur vitesse à l'instant, à la position M, donc à l'instant T. Alors, le module de cette vitesse, eh bien, comme j'ai défini des composantes qui sont perpendiculaires entre elles, encore une fois, théorème de Pythagore, le module de V, c'est la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Alors, vous avez remarqué que j'ai dessiné le vecteur vitesse tangent à la trajectoire. Alors, eh bien, on va vérifier que le vecteur vitesse est bien tangent à la trajectoire. Alors, remarque, la direction de V est celle de la tangente à la trajectoire. Alors, je vous ai dessiné plusieurs possibilités de position du point M2. Alors, j'ai ici, je définis un instant T1 et un instant T2. Donc, j'ai sur l'intervalle de temps T1, T2, eh bien, j'ai mes positions qui sont M1 et M2. Alors, j'ai dessiné la direction de la tangente qui est ici en pointillé, d'accord? Et j'ai la direction du vecteur vitesse moyenne sur l'intervalle de temps T1, T2. Alors, je vous rappelle que la vitesse moyenne, son vecteur, il a la même direction que le vecteur déplacement. D'accord? Donc, le vecteur déplacement, c'est M1, M2. Le vecteur vitesse moyenne, il est porté par le vecteur déplacement. C'est bon? Alors, je suis passée de cet intervalle T1, T2 à un intervalle de temps T1, T2'. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y avait 10 secondes entre l'instant T1 et T2, eh bien, j'ai réduit, je vais prendre 8 secondes entre T1 et T2'. Je vais lui changer de nom. Hein. À l'instant T2', vous voyez bien que le point, la position est plus proche de M1, la position M2' est plus proche de M1 que quand j'avais pris T2 et que que l'instant d'arrivée c'était T2 et que la position d'arrivée c'était M2. D'accord? Donc ici, si j'ai réduit mon intervalle de temps, ma position d'arrivée, elle est plus proche de la position de départ que tout à l'heure. Alors, regardez bien, j'ai encore une fois dessiné la direction de la tangente et voici la direction de la vitesse moyenne. Vous voyez qu'elle s'est rapprochée, cette direction, la direction de VM2, elle est plus proche de la direction de la tangente que VM1. D'accord? Alors, j'ai encore réduit. Je suis allée à l'intervalle T1, T2 secondes. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 8 secondes, eh ben, je suis passée à, disons, 5 secondes. D'accord?
Donc, mon point d'arrivée, c'est m2 secondes. Et vous voyez bien que mon vecteur déplacement m1, m2 secondes, il s'est encore rapproché de la direction de la tangente. Et donc, ma vitesse moyenne, elle s'est encore rapprochée de la direction de la tangente. Alors, à la limite, si mon point M2 se trouve quelque part ici, très très proche du point M1, eh bien, vous devinez tout de suite que la direction du vecteur déplacement M1, M2, on va l'appeler tierce, eh bien, va être confondue, elle va être très très proche, elle va être de plus en plus proche de la direction de la tangente. Et vous voyez que si l'instant T2 est confondu avec l'instant T1, eh bien, le vecteur vitesse, qui ne s'appelle plus vitesse moyenne puisque ça va être à un instant et pas sur un intervalle, eh bien, ce vecteur vitesse instantanée, il est sur la tangente à la trajectoire au point M1. Est-ce que… Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter, car je n'ai pas compris ce que vous avez fait. Alors, l'idée c'est que la vitesse instantanée, elle est toujours tangente, sa direction est toujours tangente à la trajectoire. D'accord? Je vous rappelle que la vitesse instantanée, je l'ai définie comme étant une vitesse moyenne que je calcule sur un intervalle de temps tellement petit qu'il tend vers 0. D'accord? Donc, je vais regarder, puisque j'ai remarqué que la vitesse instantanée est tangente à la trajectoire, eh bien, je vais vérifier en réduisant, en rendant l'intervalle de temps de plus en plus petit, que réellement, je me rapproche de la direction de la tangente. Donc, j'ai pris un intervalle de temps quelconque, j'ai pris T1, T2, c'est-à-dire que l'objet se trouve à la position M1 à l'instant T1 et à la position M2 à l'instant T2. Et je dessine mon vecteur vitesse moyenne qui a la même direction que le vecteur déplacement. C'est bon pour la première figure? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Alors maintenant, je vais prendre un intervalle de temps plus petit. Au lieu de dire que c'est T1, T2, je vais dire que c'est T1, T2'. Et l'instant T2', il est plus proche de T1. D'accord? Donc, l'intervalle de temps T1, T2' est plus petit que T1, T2. C'est-à-dire, quand vous faites la différence, T2' moins T1 est plus petit que T2 moins T1. Et à ce moment-là, j'ai la nouvelle position, puisque j'ai un instant qui est plus proche de T1. Donc, la position, elle va être plus proche de M1 et mon vecteur vitesse moyenne, il a cette direction-là. Alors, regardez, comparez l'angle. On va mettre un… Regardez l'angle. Hein. Voici l'angle qu'il y a entre la direction de la tangente et VM1. Et comparez-le avec cet angle-là. Est-ce que vous voyez que l'angle est devenu plus petit? L'angle que fait le vecteur VM1 avec la direction de la tangente, il est plus petit qu'ici. Ici, je vais le refaire encore sur la troisième figure. Alors, je vais… Voici mon angle. C'est bon? Vous voyez que l'angle qu'il y a entre la direction de la tangente à la position M1 et la direction de la vitesse moyenne, il est plus l'intervalle de temps est petit et plus cet angle va être petit. Ça veut dire quoi? Que l'angle est petit? Eh bien, ça veut dire que le vecteur vitesse moyenne, au fur et à mesure que vous réduisez l'intervalle de temps sur lequel vous calculez ce vecteur vitesse moyenne, eh bien, le vecteur vitesse moyenne va avoir une direction qui va être de plus en plus proche de la direction de la tangente. Et à la limite, si je prends un intervalle de temps qui est nul, c'est-à-dire que
le point M1 est confondu avec le point M2, eh bien, je suis sur la direction de la tangente. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est plus clair ou pas? Madame, Oui, madame, oui. Oui. on fait comment pour tracer la tangente à la trajectoire? Alors, la tangente à la trajectoire, ça c'est difficile. Je reconnais que c'est difficile à faire parce qu'on peut. Alors là où les choses sont très faciles, c'est par exemple sur une trajectoire circulaire. Vous savez que la tangente, elle est toujours perpendiculaire au rayon, donc c'est facile. Mais sur une courbure quelconque, eh bien, il faut s'appliquer, essayer de faire au mieux, voir comment orienter notre droite pour qu'elle soit réellement la tangente. La tangente, c'est la droite qui a un seul point commun avec la courbe, d'accord? Qui la touche en un seul point. C'est bon? Oui, merci. D'accord. Voilà donc pour la… Bon, je vous ai mis, vous trouverez ça dans le PDF que je vous enverrai à la fin du chapitre, les explications. Alors, j'ai mis qu'on réduit de plus en plus l'intervalle de temps. Il passe de T1, T2 à T1, T2', puis à T1, T2 secondes, et enfin un intervalle nul. Et on voit que plus l'intervalle de temps est petit, plus l'orientation de la vitesse moyenne se rapproche de celle de la tangente à la trajectoire. Vous voyez que l'angle qu'il y a entre la tangente, la direction de la tangente et la direction de notre vitesse moyenne est de plus en plus petit au fur et à mesure qu'on réduit l'intervalle de temps. Alors ça, c'est un bon moyen quand vous aurez à tracer des vecteurs vitesse instantanée sur une trajectoire. C'est un bon moyen de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Il faut toujours vérifier que le vecteur que vous avez obtenu est bien tangent à la trajectoire. Alors, cas particulier du mouvement rectiligne, c'est qu'évidemment, puisque le vecteur déplacement est porté par la trajectoire, eh bien, les vecteurs vitesse moyenne et vitesse instantanée seront également portés par la trajectoire dans un mouvement rectiligne. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, Oui. vous pouvez remonter, s'il vous plaît. Reprendre quoi? Non, j'aimerais juste poser une question. Madame, dans les 3 premiers cas, oui, allant de gauche à droite, ici oui, c'est une vitesse moyenne, et ici, oui, vu que l'intervalle est très petit, ça ne devient pas une vitesse instantanée par hasard. Oui, c'est exactement ça. Voilà, merci. Oui, ben, c'est écrit, hein, à la limite, quand delta t tend vers 0, il s'agit de la vitesse instantanée au point M1, à la position M1, ou donc à l'instant T1, qui a la direction de la tangente. Oui, bien sûr que c'est la vitesse instantanée, de rien. Alors, l'accélération, on va d'abord, comme pour la vitesse, définir une accélération moyenne et ensuite on définira une accélération instantanée. Alors, on va considérer qu'à l'instant T1, la vitesse c'est V1 et qu'à l'instant T2, la vitesse c'est V2. Alors, j'ai dessiné ici, à l'instant T1, le mobile se trouve à la position M1. Sa vitesse est V1, alors je dessine un vecteur V1 tangent à la trajectoire à la position M1. Et à l'instant T2, l'objet se trouve à la position M2 et il a une vitesse V2. Donc, j'ai dessiné un vecteur V2 qui est tangent à la trajectoire au point M2. C'est bon? Alors, qu'est-ce que c'est que l'accélération moyenne? Eh bien, l'accélération moyenne, c'est la variation du vecteur vitesse divisé par l'intervalle de temps. Alors, ça s'écrit soit AM, soit le vecteur A avec l'instant de début de l'intervalle et l'instant de fin de l'intervalle. Donc, le début de l'intervalle en bas et la fin de l'intervalle en haut. Donc, A, T1, T2. C'est V2 moins V1 divisé par T2 moins T1. C'est-à-dire,
En d'autres termes, delta V, la variation du vecteur vitesse, divisé par l'intervalle de temps. Alors, comment est-ce qu'on fait cette variation du vecteur vitesse? Eh bien, on va représenter à partir du vecteur V2, eh bien, on va ramener le vecteur V1 parallèlement ici et l'inverser puisqu'on doit faire V2 moins V1. Donc, on écrit que delta V, c'est V2 plus le vecteur moins V1. Donc, V2 plus le vecteur moins V1 et le résultat, eh bien, ça va aller de l'origine de V1 à l'extrémité de l'origine de V2 à l'extrémité de moins V1. Or, c'est une somme de vecteurs. Hein, donc, c'est V2 plus moins V1. Et voici le résultat, c'est le vecteur en rouge. Le vecteur accélération moyenne, eh bien, c'est delta V sur delta T, c'est-à-dire un vecteur qui a même direction et même sens que delta V, et pour module, le module de delta V divisé par delta T. Alors, du point de vue des composantes, comment ça va se présenter? Eh bien, du point de vue des composantes, si je décompose V1, ces composantes cartésiennes, ça sera V1x et V1y, c'est-à-dire que je projette mon vecteur V1 sur les deux directions horizontales et verticales. Donc, je vais avoir les deux composantes V1x et V1y. Et mon vecteur V2, eh bien, je le projette lui aussi sur une direction horizontale et une direction verticale. Donc, vous voyez bien que la composante horizontale, c'est V2x et la composante verticale, c'est V2y. Comme il est penché vers le bas, sa composante verticale va être orientée vers le bas. C'est bon? Alors, je réécris donc mon expression de l'accélération moyenne. On a dit que c'était V2 moins V1 sur T2 moins T1. Alors, je le réécris. V2, donc c'est V2xi plus V2yj. Et V1, c'est V1xi plus V1yj. Donc, je vais faire la soustraction composante par composante. D'accord? Donc, je vais avoir V2x moins V1xi plus V2y moins V1yj divisé par T2 moins T1. Autrement dit, ici, devant le vecteur unitaire i, eh bien, si j'essaie de comprendre ce que c'est que ce terme V2x moins V1x, eh bien, c'est la variation de la composante Vx. Et si je regarde ce que signifie ce V2y moins V1y, eh bien, c'est la variation de la composante Vy entre l'instant T1 et l'instant T2. Donc, j'ai ici delta Vx i, là j'ai delta Vy divisé par delta T. Donc, l'accélération moyenne, c'est delta Vx sur delta T, i, plus delta Vy sur delta T, j. C'est bon? Alors, on retrouve bien, voici mon vecteur delta V. Si vous regardez quelle est sa composante horizontale, eh bien, c'est V de x moins V1x. Donc, si on ramène ce vecteur ici, qu'on l'inverse, eh bien, on a bien notre composante de delta Vx qui est comme ceci. D'accord? Et la composante suivant l'axe Y, ça sera V de Y moins V1Y. C'est-à-dire qu'on prend ce V1Y, on le ramène ici et on l'inverse. Donc, il sera vers le bas. Et V2Y moins V1Y, ça sera bien cette composante, la composante verticale du vecteur delta V. Est-ce que c'est bon?
Oui, madame. Oui, d'accord. Alors, le module de cette accélération moyenne, donc c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Donc, racine de delta Vx sur delta t au carré, plus delta Vy sur delta t au carré. Alors, on passe maintenant à l'accélération instantanée. Eh bien, encore une fois, passer de l'accélération moyenne à l'accélération instantanée, ça se fait en rendant l'intervalle de temps T1, T2 tellement petit que T1 est confondu avec T2. C'est-à-dire que je fais en sorte que l'intervalle de temps delta T tende vers 0. Donc, A, l'accélération instantanée, c'est la limite quand delta T tend vers 0 de delta V sur delta T. Or, delta V sur delta T, qui est l'accélération moyenne, on a dit que c'était delta Vx sur delta Ti plus delta Vy sur delta T, J. Donc, j'écris que l'accélération instantanée, c'est la limite de cette première composante quand delta T tend vers 0, plus la limite de cette deuxième composante quand delta T tend vers 0. Alors, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Alors, vous reconnaissez à l'intérieur de cette première parenthèse… C'est A. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'accélérateur qui est égal à dvx sur dt plus dvy sur dt, non? Ah, ici? Vous parlez de ça? Oui, je me suis trompée là. C'est un A, oui, exactement. Oui, oui, bien sûr. Alors, le contenu de cette parenthèse, c'est la dérivée, vous voyez que c'est la définition de la dérivée de la composante Vx. Et ici, c'est la dérivée de la composante Vy par rapport au temps. Donc, j'ai l'accélération qui est égale à la dérivée de Vx par rapport au temps I, plus la dérivée de Vy par rapport au temps J. Et comme Vx, c'était déjà la dérivée de x par rapport au temps, eh bien, Ax, ça va être la dérivée seconde de x par rapport au temps. Et Ay, ça sera la dérivée seconde de y par rapport au temps. Donc, j'écris que A, c'est AXI plus AYJ, avec AX égale dVx sur dt égale d2x sur dt2, et AY égale à la dérivée de Vy par rapport au temps, ou encore à la dérivée seconde de y par rapport au temps. Alors, ces deux composantes AX et AY, c'est ce qu'on appelle les composantes cartésiennes, et le module de l'accélération instantanée, c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes AX et AY. Donc, module de A égale racine de AX carré plus AY carré. C'est bon? Alors, je considère que oui. Hein. Si vous ne me dites pas que ça ne va pas, je considère que tout est bon. Alors, une remarque à propos de l'orientation du vecteur accélération moyenne et par conséquent l'orientation du vecteur accélération. Ces vecteurs sont toujours tournés vers la concavité de la trajectoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la concavité de la trajectoire? Eh bien, c'est quand vous avez une courbure, c'est vers l'intérieur du creux que va être tourné le vecteur accélération. D'accord? Alors, on va tout de suite vérifier ça. Alors, je vous ai dessiné toutes les trois possibilités. Première possibilité, c'est que la vitesse à l'instant T1, c'est V1 et qu'à l'instant T2, c'est V2 avec V2 qui a un module plus grand que le module de V1. D'accord? Donc ici, la vitesse augmente en module.
Ici, j'ai pris V1 et V2 qui est plus petite en module que V1. D'accord? Donc ici, j'ai le module de la vitesse qui diminue. Et ici, j'ai pris exactement la même longueur, le même module pour les deux vecteurs. D'accord? Donc on a les trois possibilités. Soit la vitesse augmente, soit la vitesse diminue en module, hein, soit elle est constante en module. Et on va vérifier que l'accélération est toujours tournée vers l'intérieur du creux et qu'elle ne sort pas de l'autre côté. Alors, première possibilité, le vecteur V2 a un module plus grand que le vecteur V1. Alors, ce que je cherche, je vous rappelle, c'est l'accélération moyenne, donc V2 moins V1 sur delta T. Alors, je cherche d'abord le vecteur delta V. Alors, V2 moins V1, donc je prends le vecteur V1, je le ramène ici et je l'inverse pour avoir moins V1. Madame, Oui, dans le premier cas, oui, quand on a les V2, le module de V2 supérieur que le module de oui, V1. Ça veut oui. dire la vitesse augmente. Oui, ça veut dire que la vitesse augmente. Oui. La vitesse, c'est pas le module de la vitesse qui Le augmente. module de la vitesse qui augmente. Le module de la vitesse augmente. Vous ne pouvez pas Il y a dire… une différence. Eh bien oui, vous ne pouvez pas dire qu'un vecteur augmente. Il a changé. Si c'était toujours dans la même direction, on pourrait parler de vecteur. Mais là, vous voyez bien, vous désactivez votre micro parce que je m'entends chez vous. Quand vous allez de la position M1 à la position M2, votre trajectoire, elle a une courbure. Donc, la tangente a changé d'orientation. Ça veut dire que les vecteurs vitesse ont changé d'orientation entre la direction de V1 et la direction de V2. Vous voyez bien qu'il y a eu un changement d'orientation. Et on ne peut pas dire que le vecteur vitesse a augmenté. Il a juste varié. Maintenant, en module, qu'est-ce qui s'est passé en module? Eh bien, si on compare les modules de V1 et de V2, on voit que V2 a un module plus grand que V1. Donc, la vitesse a augmenté en module. Ça ne veut pas, on ne peut pas dire le vecteur vitesse a augmenté. Le vecteur vitesse a varié, il a changé de direction. Bon, il est resté dans le même sens, mais il a changé de direction et son module a augmenté. Voilà ce qu'on peut dire. C'est bon? Voilà. Alors, je reviens donc à la construction de mon vecteur delta V. Donc, j'ai V2 moins V1, je vous rappelle encore une fois que c'est V2 plus le vecteur moins V1. Donc, j'ai le vecteur V2, je ramène mon vecteur V1 ici parallèlement et je l'inverse pour avoir moins V1. Et voici mon vecteur delta V en rouge. D'accord? Et puis, j'ai représenté mon vecteur AM qui a la même direction et le même sens que le vecteur delta V. Alors, ce qu'on observe, c'est que dans la mesure où delta V est tourné vers l'intérieur du creux, vers la concavité de la trajectoire, eh bien, ça veut dire que le vecteur accélération est bien orienté vers la concavité. Maintenant, deuxième cas. Deuxième cas, j'ai pris une vitesse qui est plus petite en module à l'instant T2 qu'à l'instant T1. D'accord? Donc, j'ai un objet qui est en train de ralentir. Alors, je représente encore une fois V2 moins V1 et vous voyez que delta V est toujours orienté vers l'intérieur de la concavité et que forcément l'accélération moyenne aussi. Alors, dernière possibilité, c'est que la vitesse garde le même module. Alors, V2 moins V1, voici le vecteur delta V et voici le vecteur accélération moyenne. Alors, il y a une information supplémentaire dans les dessins que je vous ai faits ici, c'est que vous voyez que quand l'accélération est… Alors, l'accélération est toujours orientée vers la concavité. Maintenant, cette accélération, elle peut être vers l'avant
par rapport au sens du mouvement ou vers l'arrière comme ici. Alors, vous voyez bien que quand elle est vers l'avant, c'est parce que le module de la vitesse a augmenté. D'accord? Donc, j'ai l'objet qui est en train d'une certaine façon d'accélérer. Et ici, quand le vecteur accélération est vers l'arrière, eh bien, le module de la vitesse est en train de diminuer. Alors, quand il est ni vers l'avant ni vers l'arrière, vous voyez bien ici qu'il est perpendiculaire, eh bien, ça veut dire que la vitesse ne change pas en module. Voilà. Donc, ça aussi c'est un bon moyen de vérifier quand vous avez un vecteur accélération à construire dans un exercice. C'est un moyen de vérifier si vous ne vous êtes pas trompé. Si vous trouvez un vecteur accélération qui sort vers l'extérieur de la courbure de votre trajectoire, s'il y a une bosse dans la trajectoire et que votre vecteur accélération il sort de la bosse, c'est que vous vous êtes trompé. Vous refaites vos calculs et vous allez vous rendre compte que votre accélération, en réalité, elle est toujours tournée vers le creux, vers l'intérieur du creux. Madame, bon? Oui. pourquoi le module de vecteur d'accélération moyen est plus grand que delta V? Ah oui, mais ça, c'est parce que j'ai choisi de le représenter comme ça. Encore une fois, quand vous avez à représenter un vecteur accélération, vous devez choisir une échelle. Bon, pour qu'on puisse bien les voir, j'ai choisi une échelle qui fait que le vecteur accélération va être représenté par un vecteur plus long que le vecteur vitesse. Vous êtes bien d'accord que l'échelle pour les vecteurs vitesse est différente de l'échelle pour les vecteurs accélération parce que ça n'a pas le même sens. D'accord? Ce n'est pas la même grandeur. Donc, on peut choisir des échelles telles que le vecteur accélération a une longueur plus grande sur le dessin que le vecteur delta V, mais ça ne veut pas dire que le module de AM c'est plus grand que le module de delta V, d'accord? Puisque c'est le module de delta V divisé par l'intervalle de temps. C'est juste une représentation. Quand j'ai voulu représenter les vecteurs accélération, j'ai choisi une échelle qui fait qu'on les voit plus grands que les vecteurs vitesse. Mais ça ne veut pas dire, quand vous calculerez le module, ça ne veut pas dire que ce module, il est plus grand que delta V. Il est forcément plus petit puisque c'est delta V divisé par delta T. Voilà. Alors, on en arrive à la nature du mouvement. Alors, la nature du mouvement, elle est donnée par l'évolution du module de V. C'est un petit peu ce qu'on vient de voir ici. Donc, le mouvement, on va dire qu'il est accéléré si le module de V augmente. Donc, c'est le cas de la première figure. Ou retardé si le module de la vitesse diminue. C'est le cas de la deuxième figure. Alors, quand vous regardez le module d'un vecteur, alors il va varier de la même façon que son carré. C'est-à-dire, regardez module de V ou regardez module de V au carré. Je ne dis pas que c'est la même chose, je dis juste que si le module de V augmente, alors le module de V au carré augmente. Si le module de V diminue, alors le module de V au carré diminue. Si le module de V est constant, alors le module de V au carré est constant. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon ou pas? Une grandeur qui dépend du temps. Alors, quand cette grandeur-là et son carré vont, puisqu'il s'agit de modules
le module, c'est quelque chose de positif. Et le module au carré de cette même grandeur, c'est positif aussi. Donc, ça va croître dans le même sens ou décroître dans le même sens. Alors, je vous rappelle que pour savoir si une fonction est croissante ou décroissante, eh bien, on regarde le signe de sa dérivée. Ça veut dire que si je veux savoir si le module de la vitesse augmente, eh bien, je dois regarder la dérivée du module de la vitesse ou alors regarder le module de la vitesse au carré. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est plus simple de regarder le signe de la dérivée du module au carré? Eh bien, c'est parce que le module au carré de la vitesse, c'est le produit scalaire du vecteur vitesse par lui-même. Vous vous rappelez, on a vu ça dans le chapitre sur les vecteurs. On a vu que si vous prenez alors le produit scalaire de deux vecteurs, donc V1 par V2, produit scalaire V1, V2, c'est module de V1 par module de V2 par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Et que si vous prenez un vecteur et que vous faites le produit scalaire de ce vecteur avec lui-même, donc le vecteur V scalaire V, eh bien, ça sera le module de V multiplié par le module de V multiplié par le cosinus de l'angle qu'il y a entre ce vecteur et lui-même, c'est-à-dire 0. Donc, le cosinus vaut 1. Autrement dit, le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est le module du vecteur au carré. Donc, ici, j'applique ça. Je vais dire que le module de la vitesse au carré, c'est le produit scalaire de V par V. Et comme je cherche la dérivée du module de V au carré, ben ça reviendra à chercher la dérivée du produit scalaire de V par V. Or, je connais la règle de dérivation d'un produit scalaire. Je prends le premier vecteur, je le multiplie par la dérivée du second, plus la dérivée du premier vecteur multipliée par le second vecteur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu premier produit, c'est V scalaire dV sur dt. Le deuxième produit, c'est dV sur dt, produit scalaire V. C'est-à-dire que j'ai deux fois, étant donné que le produit scalaire est commutatif, j'ai deux fois le produit scalaire V dV sur dt. Or, dV sur dt, c'est le vecteur accélération instantanée. Donc, si je calcule la dérivée du module de V au carré, eh bien, j'obtiens deux fois le produit scalaire VA. Est-ce que c'est clair? C'est bon ou pas? Madame, vous pouvez répéter. Alors, je vais rajouter une ligne ici. Une étape de calcul, vous verrez mieux. Alors, j'ai dit que pour faire la dérivée de mon produit scalaire V par V, eh bien, je prends le premier vecteur multiplié par la dérivée du second. Et je vais ajouter. Alors, alors là, je fais l'inverse. Voilà. Est-ce que maintenant vous êtes d'accord? J'ai à dériver le produit scalaire de V par V. Donc, je garde le premier vecteur, je le multiplie par la dérivée du second. C'est bon? Plus, quand vous dérivez un produit scalaire, vous prenez le premier vecteur, vous le multipliez par la dérivée du second, plus la dérivée du premier multipliée par le second. D'accord? Vous dérivez un seul vecteur à la fois dans le produit. C'est la règle de dérivation d'un produit. Hein? Donc, j'ai fait… Oui? V, la vitesse, c'est une variable. Oui, 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 bien sûr.
Bien sûr. Madame, s'il vous plaît, pourquoi c'est le produit scalaire? Pourquoi c'est le produit scalaire? Mais ça vient de la définition du produit scalaire de deux vecteurs. Vous vous rappelez que quand vous faites vecteur A1 multiplié par vecteur A2, quand vous faites le produit scalaire A1, A2, c'est module de A1 par module de A2 par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Maintenant, vous l'appliquez à un vecteur avec lui-même. Donc, le vecteur A, produit scalaire de A par A, c'est module de A par module de A par le cosinus de 0, puisque l'angle qu'il y a entre A et lui-même, c'est 0. Donc, le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est son module au carré. Mais on l'a démontré dans le chapitre sur les vecteurs. Ça ne peut pas être le produit vectoriel. Mais jamais de la vie. Le produit vectoriel, c'est un... Mais le produit vectoriel d'un vecteur, le résultat est un vecteur, et puis le produit vectoriel d'un vecteur par lui-même, c'est 0. Ok, merci. Voilà, donc j'ai mis une étape supplémentaire ici pour que vous voyez d'où vient ce facteur 2, hein, parce que j'ai deux fois le même produit, le produit scalaire étant commutatif. Eh bien, ben, vous pouvez arrêter vos discussions entre vous, mais ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc ça donne la dérivée de V par rapport au temps, c'est l'accélération. Donc, j'ai deux fois le produit scalaire VA. Alors maintenant, eh bien, on a dit que si la dérivée était positive, eh bien, ça veut dire que la fonction est croissante. Donc, si le produit VA est positif, puisque la dérivée du module de V au carré, c'est 2 fois VA. Donc, si ce produit scalaire est positif, eh bien, ça veut dire que le module de V au carré augmente. Donc, ça veut dire que le module de V augmente, c'est un mouvement accéléré. Et si ce produit scalaire est négatif, eh bien, ça veut dire que la fonction est décroissante. La fonction, c'est quoi? La fonction, c'est le module de V au carré. Elle est décroissante, donc le module de V est une fonction décroissante. Donc, le mouvement est retardé. Alors, je vous ai mis une petite application qui est le mouvement d'un projectile. Alors, voici les vecteurs vitesse en rouge et les vecteurs accélération en vert. Alors, pendant la montée, eh bien, vous voyez bien que le produit scalaire VA va être négatif parce que l'angle, il est plus grand, l'angle qu'il y a entre… Ça va dépendre du signe du cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs V et A. Alors, si l'angle est plus petit que pi sur 2, le cosinus est positif. Et si l'angle est plus grand que pi sur 2, le cosinus est négatif. Alors, vous voyez bien que pendant la montée, eh bien, l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs V et A est supérieur à pi sur 2, donc le mouvement est retardé. Et pendant la descente, eh bien, l'angle qu'il y a entre V et A est plus petit que pi sur 2. Donc le produit scalaire VA est positif, ça veut dire que le mouvement est accéléré. Alors, bien entendu, désactivez vos micros. Alors, bien entendu, ça va pouvoir s'appliquer à un mouvement rectiligne aussi. Et dans le cas du mouvement rectiligne, eh bien, le produit scalaire VA, eh bien, ça sera le produit des mesures algébriques puisqu'il n'y aura qu'une composante pour le vecteur V et une seule composante pour le vecteur A. Madame? Oui? Vous pouvez réexpliquer le dernier point? Le dernier point? Oui. Alors, vous êtes d'accord que si le produit scalaire VA est positif, ça veut dire que le mouvement est accéléré. Oui, ça c'est clair. Et si le produit scalaire est négatif, le mouvement est retardé. Eh bien, alors, le produit… Pourquoi quoi? Je n'ai pas compris. Pourquoi on a utilisé le produit scalaire pour savoir si le mouvement est accéléré ou non? Ben, c'est une conséquence
de la définition d'un mouvement accéléré ou retardé. On dit qu'il est accéléré si le module de V augmente et qu'il est retardé si le module de V diminue. Et ensuite, pour savoir si le module de V augmente, eh bien, il faut regarder, c'est comme ça qu'en maths, vous avez appris à démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante. D'accord? Pour démontrer qu'une fonction est croissante, il faut que sa dérivée soit positive. Et pour démontrer qu'une fonction est décroissante, il faut que sa dérivée soit négative. Or, le module de V et le module de V au carré, c'est des fonctions qui évoluent de la même façon. C'est-à-dire que quand le module de V augmente, le module de V au carré augmente. Et quand le module de V diminue, le module de V au carré diminue. Donc, ce qu'on va chercher, au lieu de chercher la dérivée de la racine de Vx carré plus Vy carré, on va juste chercher la dérivée de la fonction au carré. C'est-à-dire que ça nous évite, quand on a notre dérivée à calculer, ça nous évite le racine carré du module. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de chercher comment évolue la dérivée du module de V, eh bien, on a cherché comment évolue la dérivée du module de V au carré. Or, le module de V au carré, eh bien, on a vu dans le chapitre sur les vecteurs que c'est le produit scalaire de V par lui-même. Et dériver un produit scalaire, ça, on sait le faire. On sait faire ça. On sait, quand vous prenez le produit scalaire de V par lui-même, eh bien, ça vous fait 2 fois le produit scalaire de V avec sa propre dérivée. Et comme la dérivée de V, c'est l'accélération, eh bien, ça vous donne une méthode très simple de savoir si un mouvement est accéléré ou retardé. Il suffit de regarder le produit scalaire de sa vitesse avec son accélération. Alors, vous avez l'habitude, parce que vous avez plus insisté sur le mouvement rectiligne au lycée, vous avez l'habitude de travailler avec des mesures algébriques. Vous faites le produit VA. S'il est positif, c'est accéléré. S'il est négatif, c'est retardé. Mais ça, c'est le cas le plus général. Maintenant, s'il s'agit d'un mouvement rectiligne, eh bien, le vecteur V, c'est V multiplié par le vecteur unitaire I. Le vecteur A, c'est A multiplié par le vecteur unitaire I. Vous allez avoir le produit scalaire VA qui sera égal à V multiplié par A multiplié par le produit scalaire de I par I, c'est-à-dire 1. Donc, le produit scalaire de V par A, c'est le produit des mesures algébriques de V par A. Mais attention, ce n'est vrai, ce que je viens de dire, ce n'est vrai que pour un mouvement rectiligne. Maintenant, pour un mouvement en curviligne, eh bien, il faut regarder le signe du produit scalaire et non pas du produit des mesures algébriques. Donc ici, ce produit scalaire, je vous rappelle que le produit scalaire de V par A, c'est le module de V par le module de A par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc, le signe de ce produit scalaire, ça sera donné par le signe du cosinus. Et le cosinus de l'angle, eh bien, vous regardez ici, au point de départ, eh bien, la vitesse, c'est le vecteur rouge, hein, et l'accélération, c'est le vecteur en vert. Vous voyez bien que l'angle qu'il y a entre les deux est un angle qui est supérieur à pi sur 2. Donc, son cosinus va être négatif. Ça veut dire que le produit scalaire va être négatif. Donc, ça veut dire que le mouvement va être retardé. Alors, pendant toute la montée, le vecteur V et le vecteur A, ils sont séparés par un angle plus grand que pi sur 2. Par contre, pendant toute la descente, eh bien, l'angle qu'il y a entre les deux est plus petit que pi sur 2. Donc, ça me donne un produit scalaire qui est positif. Donc, ça veut dire que le mouvement est accéléré. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est bon. D'accord. Bon, ben, on va s'arrêter là. Hein. On est arrivé au bout de la séance. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, pour le TD, est-ce qu'on a 10 minutes entre-temps ou est-ce qu'on commence directement?
Oui, vous pouvez prendre 10 minutes. On commencera à 10h10. C'est le même lien. Madame, pour le cours, vous pouvez nous envoyer. Je vous envoie à la fin.